fait, les Madrilènes, j'ai compris. Votre but, en fait, c'est pas gagner la Liga, en fait. On sait très bien que vous-même, vous y croyez pas. Vous-même, vous y croyez plus. Moi, je suis sûr et certain, là, le but du Real Madrid, là, c'est pas de gagner la Liga, mais c'est justement d'embêter le Barça jusqu'au bout. D'embêter le Barça jusqu'à la fin. D'éviter de permettre au Barça de pouvoir se concentrer un petit peu plus sur la Ligue des Champions, de pouvoir de temps en temps un petit peu faire tourner sur les matchs et tout. Non, là, j'ai compris. J'ai vu la lumière aujourd'hui, j'ai eu la vision aujourd'hui, les gars. Parce que quand on voit un match comme aujourd'hui, regardez les gars, j'ai envie de vous dire franchement, est-ce que le Real mérite de gagner cette Liga? Est-ce que franchement ça c'est des matchs d'un vainqueur de Liga, s'il vous plaît les frères. Si le Real gagne la Liga cette saison, je pense qu'on serait sur le pire vainqueur de l'histoire de ce championnat. Chaque match, il se ressemble, chaque match t'as un Real qui est mauvais, mais voilà, t'arrives à t'en sortir sur un petit but qui vient de... Voilà, de manière, à chaque fois de manière différente, mais voilà, souvent ça va arriver comme ça avec un Valverde qui va te sauver. Combien de fois c'est arrivé cette saison, les gars? C'est arrivé énormément de fois. C'est pour ça, les gars. Franchement, les Madrilènes ne voulaient pas perdre un match. Qu'on en finisse une fois pour toutes, qu'on soit tranquille avec cette Liga. Qu'on puisse se concentrer un petit peu sur la Ligue des Champions. On est là, on est en train de carboniser les joueurs du Barça. T'es obligé de reconduire à chaque fois le même 11 parce que t'es pas serein. Mais bref, vas-y, j'ai envie de vous dire, c'est le football, c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par contre, il y a des points positifs quand même à retenir dans ce match, les gars, parce qu'il n'y a pas tout qui était mauvais, même si globalement c'était un match vraiment soporifique, les frères. Sur quasiment l'ensemble du match, c'était très mauvais, les gars, faut dire la vérité. Quand on voit sur la première mi-temps, tu te procures quasiment aucune occasion. Quand on voit même sur l'ensemble du match, t'as très peu de situations dangereuses du côté du Real Madrid. T'en as eu quelques-unes et on va y revenir, mais on voit à quel point offensivement c'est très compliqué. On voit à quel point, encore une fois, l'animation offensive, si c'est pas sur un exploit individuel ou l'autre, il n'y a rien du tout. Par contre, défensivement, c'était solide, les gars. Défensivement, c'était même très très solide. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent te faire croire que le plus gros problème du Real Madrid cette saison, ou en tout cas, le seul problème du Real Madrid, c'est la défense. Moi, j'y crois pas une seule seconde, les gars. Il n'y a pas que défensivement, le Real est mauvais. Et on l'a vu dans ce match-là. Défensivement, t'as été plus qu'à la hauteur, t'as été très bon. C'est même l'un des matchs où le Real se concède le moins d'occasions depuis le début de la saison. Mais par contre, ça enlève en rien qu'offensivement, à domicile, tu dois faire plus. Même si c'est Bilbao en face, tu vas faire plus. Je suis désolé, les gars. Alors, tu as eu des situations, et ça, on va y revenir. Et justement, par rapport à ça, on est obligé de souligner le match de Vinicius pour commencer, les frères. Alors, quand on voit, encore une fois, les gars, quand on voit l'impact de Vinicius sans Mbappé, encore une fois, on est obligé de constater que ça n'a rien à voir avec quand tu as Vinicius avec Mbappé. On a deux classes d'écart, les frères. On se rapproche beaucoup plus dans ce genre de match, on se rapproche beaucoup plus du Vinicius de la saison dernière, par exemple. Alors, bien sûr, c'est encore très loin, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je pense que t'enchaînes 3 ou 4 matchs comme ça avec Vinicius titulaire, sans Mbappé, bien sûr. Pour moi, tu peux retrouver un Mbappé, un Vinicius, justement, avec un niveau qui peut recommencer à devenir intéressant. Quand tu commences à valoriser Vinicius, à avoir un jeu qui se base sur Vinicius, etc., c'est là où tu vois que c'est intéressant. Et on l'a vu sur plusieurs situations. Une des meilleures actions, une des plus belles actions, un des petits frissons qu'on a pu avoir dans ce match, par exemple, c'est ce magnifique extérieur qui donne à Bellingham. C'était une très très belle occasion que Bellingham, il a vraiment bien su exploiter avec son appel, les gars. Alors la tête, elle méritait mieux. La tête de Bellingham méritait beaucoup mieux, bien sûr. Mais vraiment, sur ce genre de situation, tu vois que, voilà, t'as un Vinicius qui commence à être intéressant, qui commence à redevenir intéressant, les gars. La preuve, il y a une stat qui ne trompe pas, les gars. Sur ce match-là, Vinicius, c'est 5 dribbles réussis. Faut dire que quand même, c'est 2 fois plus que la moyenne depuis le début de la saison, les frères. Depuis le début de la saison, Vinicius, c'est en moyenne 2 dribbles et demi réussis par match. Là, il a 5 dribbles, il est quasiment sur le double. Donc ça montre bien à quel point aujourd'hui, voilà, encore une fois, je vous le dis, et c'est pas la première fois qu'on le voit. On l'a vu énormément de fois, on se rappelle du match contre la Real Sociedad en Coupe du Roi, dans plusieurs matchs comme ça, où Vinicius est titulaire tout seul sans Mbappé. C'est pas la même chose. On est obligé de parler du but aussi qui a été refusé. Alors ça s'est joué à quelques détails, même si bien sûr c'est logique et c'est justifié que le but a été refusé. Mais c'est un but qui était magnifique. Et c'est là où on se rend compte que quand je vous parle de dribbles réussis, c'est pas des dribbles qui servent à rien. C'est des dribbles pour t'éliminer deux défenseurs de Bilbao et te déclencher une très belle frappe, une magnifique frappe. Alors hors-jeu ou pas hors-jeu, d'accord. Mais ça ne change rien en l'action de Vinicius qui est plus qu'intéressante, les gars. Et on peut parler aussi d'ailleurs, pas que de Vinicius qui a été je ne peux pas dire excellent non plus parce qu'il peut faire mieux, parce que voilà, mais il n'y a pas que Vinicius qui a été très bon.
On peut parler aussi d'un Rodrigo qui a été plus entreprenant, qui a été plus libre, qui retrouvait aussi quelques petits automatismes avec Vinicius, qui de temps en temps, il venait se réaxer un peu plus dans l'axe. Bellingham aussi. Alors Bellingham, on peut être assez dur avec le match de Bellingham, parce que c'est vrai qu'il te rate quelques occasions, il te rate quelques situations. Mais est-ce que c'est vraiment de sa faute? Est-ce que c'est vraiment... ça montre vraiment des limites par rapport à Bellingham? Je pense pas. Parce que là où on a vu Bellingham qui était un petit peu mauvais, qui était un petit peu en dessous, je pense que c'est surtout son rôle qui était pas tellement clair dans ce match. Il faisait un petit peu à la fois le rôle de numéro 10, le rôle de joueur axial, de milieu offensif, et aussi le rôle de numéro 9. Mais moi je pense que dans un match comme ça, tu mets un Brahim Diaz en 10, ou on va même pas parler de Brahim Diaz parce que vous allez me dire ouais tu dis ça parce que t'es marocain, vous prenez n'importe qui. Tu mets un joueur un peu plus offensif que tu mets derrière Bellingham, et que tu permets à Bellingham d'être un peu plus libre devant, en 9 comme il le faisait très souvent la saison dernière, pour moi tu peux commencer à retrouver un Bellingham avec un niveau plus qu'intéressant, parce que quand on voit l'intelligence de jeu, l'intelligence de Bellingham, l'intelligence dans le sens du placement qu'il peut proposer, il y a vraiment des choses à faire les gars, je vous le dis, il y a vraiment des choses à faire. C'est un joueur comme je vous dis qui sent les coups, comme une situation pareille, où il va voir l'espace ici, il va sentir l'espace, et il va s'engouffrer dedans pour se proposer dans la surface, pour se proposer à la réception du centre. Et directement, tu vois que ça apporte un petit peu de variété dans le jeu du Real. Avec un Hendrix au premier poteau qui se propose dans une solution courte pour pouvoir combiner. Avec un Vinicius qui se propose au deuxième poteau avec plus d'espace vu que le jeu est orienté sur le côté droit. Et un Bellingham dans la surface pour se proposer à la réception. Et quand il a la réception, il te fait des belles choses. Sur cette situation, les gars, par exemple. Alors, ça a été maladroit sur le dernier geste, mais il a la réception du centre. Il te fait un très bel enchaînement, contrôle poitrine et reprise de volée. Alors, encore une fois, elle passe largement au-dessus. La frappe n'était pas forcément dangereuse, mais l'enchaînement était bon. Le fait de faire l'appel, le fait de faire l'enchaînement, le contrôle déjà de la poitrine, puis juste derrière, de réussir à reprendre ce ballon, c'est déjà une très bonne chose, les gars. Après, la finition, ça va arriver progressivement. Et c'est pour ça, les gars, moi je suis désolé, frère. Alors ouais, encore une fois, vous allez me dire, tu fais une fixette sur Mbappé, vous allez me dire encore une fois, mais les gars, c'est pas moi qui le dis, les frères. C'est les chiffres qui le disent, c'est les chiffres qui le montrent. T'avais un Real Madrid qui était parfait la saison dernière. Un Real Madrid qui fonctionnait de manière parfaite. Et aujourd'hui, les frères, je suis désolé. Tout s'est écroulé. Encore une fois, je vous rappelle qu'est-ce qui a changé, la seule chose qui a changé pratiquement. Ouais, mais non, mais c'est le départ de Kroos. Le départ de Kroos, on est déjà revenu là-dessus, les frères. Et je vous ai donné ces stats qui disaient que sur les 24 buts de Vinicius la saison dernière, Kroos est impliqué que sur 2 buts, les frères, que ce soit dans la passe ou dans l'avant-dernière passe. Donc c'est pas juste Kroos le seul problème de ce Real Madrid, les gars, faut arrêter. Après, bien sûr que quand, à la fois, voilà, tu retires un joueur comme Kroos qui est important, et qu'à la fois, voilà, tu changes totalement de façon de jouer, tu changes totalement ton animation offensive, c'est sûr que c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas que, les gars, dans ce genre de match, pour le coup, Kroos ou pas Kroos, on se rend bien compte à quel point aujourd'hui, t'as une équipe du Real qui se rapproche de ce que tu pouvais voir la saison passée. T'as un Vinicius qui se rapprochait de son niveau de la saison dernière. Un Bellingham aussi qui a fait des très bonnes choses. Mais voilà, il leur manque ces automatismes. Il leur manque ce genre de matchs qui peuvent s'enchaîner, où ils sont ensemble, où ils se retrouvent comme ça, dans cette configuration d'il y a un an d'ici. Mais moi, je vous le dis, t'enchaînes des matchs comme ça, c'est là où tu pourras retrouver un Real très, très dangereux, les gars. C'est là où tu peux retrouver un Real qui, pour moi, peut recommencer, en tout cas, à me faire peur. Parce que si tu prends un Real Madrid avec un Vinicius de la saison dernière qui peut recommencer à retrouver son vrai niveau, un Bellingham aussi, pareil pour Rodrigo, et que à ça tu t'intègres des Hendrix, des Brahim Diaz qui peuvent être aussi dangereux, qui peuvent aussi t'apporter des choses, pareil pour Arda, peut-être un petit peu moins que ces deux autres, et tu rajoutes aussi, bien sûr, on est obligé d'en parler aussi quand même, de Valverde, qui, comme je vous dis, sur quasiment chaque match exagère, mais sur beaucoup de matchs, il est capable de sortir la tête hors de l'eau, de pouvoir sauver cette équipe du Real Madrid avec des frappes venues de nulle part. Mais les gars, vous vous rendez compte du but qu'il te met aujourd'hui, les gars? Mais ça, personne n'en parle, les gars. Ça, personne n'en parle. Personne ne parle du fait que, ouais, c'est vrai que le Real a perdu Kroos. Mais en retour, tu as gagné un Valverde qui, cette saison, est monstrueux, les frères. Il est exceptionnel. Alors, c'est pas dans le même registre que Kroos, on s'entend complètement. Mais ce que t'apporte Valverde cette saison, c'est stratosphérique, les gars. C'est tout simplement stratosphérique. Et d'ailleurs, justement, j'ai une autre statistique pour vous, les gars. Ce qu'apporte offensivement Valverde cette saison, c'est au-dessus de ce qu'apporte Kroos. C'est la vérité, les frères. C'est au-dessus de ce qu'apportait Kroos sur la saison dernière. On s'entend bien, sur la saison dernière,
Valverde, ce qu'il apporte offensivement, c'est au-dessus. Kroos, la saison dernière, c'est 8 buts et une passe D. Donc ça fait 9 buts, 9 buts et assists en cumulé. Et pour Valverde, il est sur 10 unités. Si on cumule les buts et les passes D. Donc, offensivement, il apporte beaucoup plus. La saison déjà, elle est loin d'être terminée. Enfin, loin d'être terminée, il reste 6 matchs. Et en plus de ça, t'as un Real Madrid qui est moins offensif, qui est moins dangereux, etc. Mais t'as un Valverde qui est très très dangereux, les gars. Donc, je vous dis, les frères, vraiment, ceux qui veulent te faire croire que si le Real aujourd'hui est moins bon, si le Real est mauvais, si le Real est ci, si le Real est ça, c'est juste parce que c'est l'effectif qui est limité, les gars, on est loin d'être ça, les gars. On est loin d'être là-dessus. On est loin d'être là-dessus, vraiment. En tout cas, les frères, à quelques jours du Classico, je peux vous dire qu'on va se retrouver très vite pour parler du Real, pour parler du Barça, bien sûr. Et sur ce, les frères, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.